Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un essai important qui a été présenté à l'American College of Cardiology en mars 2026 et qui s'appelle Champion-AF, qui est un essai qui vise à comparer l'exclusion de l'auricule gauche au traitement anticoagulant oral prolongé par un anticoagulant oral direct dans la prévention des accidents vasculaires cérébro-ischémiques et des embolies systémiques chez les patients en fibrillation atriale. C'est un sujet important parce que il y a un grand nombre de patients qui relèvent du traitement anticoagulant qui soit sont mal, soit ne sont pas traités par traitement anticoagulant du fait du risque hémorragique et parfois des complications hémorragiques qu'ils ont eues. Et ces patients sont souvent des candidats à l'exclusion de l'auricule gauche avec l'idée que une grande partie, pas la totalité, mais une grande partie des sources d'embolie cérébrale dans la fibrillation atriale viennent de l'auricule gauche. Et en excluant celui-ci, on va réduire substantiellement ce risque d'accident vasculaire cérébral, sensiblement du même ordre de grandeur que ce que permet le traitement anticoagulant oral, qui lui aussi ne prévient pas la totalité des accidents vasculaires cérébro-ischémiques dans la FA. Et il y a déjà des données qui étaient assez encourageantes, mais récemment, une étude allemande, Closure-AF, plutôt négative. Et cette fois-ci, dans l'essai de Champion-AF, il s'agit du plus grand essai jamais réalisé dans ce domaine, un grand essai en ouvert, 1500 patients dans chaque bras, un bras traitement anticoagulant oral par un DOAC et un bras avec l'exclusion de l'auricule gauche. On utilise l'outil de Boston Scientific, le Watchman FLX. Et l'étude a randomisé 3000 patients, c'est une population de fibrillation atriale, des patients plutôt de sexe masculin, 71 ans, avec un score de Shattuck élevé, 3,5 si je me souviens bien dans les deux groupes. Les résultats sont présentés de la façon suivante. Le critère de jugement principal d'efficacité, mortalité cardiovasculaire AVC embolie systémique, est atteint chez 80 sujets du groupe Watchman, 65 du groupe anticoagulant, soit 5,7 contre 4,8%. Et ceci satisfait la marge de non-infériorité qui a été fixée de 4,8%, et donc le traitement est non inférieur en termes d'efficacité. Et par contre, sur le critère de sécurité, qui sont les hémorragies non procédurales, il y en a 154 dans le groupe Watchman, 260 dans le groupe traitement anticoagulant, soit 10,9% contre 19,0%, ce qui est statistiquement hautement significatif en faveur du groupe Watchman. Et que le Watchman est non inférieur en termes d'efficacité et très supérieur en termes de sécurité. Et donc, c'est présenté comme une grande victoire de l'exclusion de l'auricule gauche. Alors, l'exclusion de l'auricule gauche, c'est une procédure extrêmement intéressante et je pense qu'il y a un bel avenir. Néanmoins, comme beaucoup de mes collègues qui ont assisté à cette présentation, on était assez surpris de la présentation des résultats. Et la publication détaillée des résultats dans le New England Journal of Medicine permet de bien regarder le détail des résultats. Et qu'est-ce qu'on constate quand on examine plus en détail les résultats au-delà du résumé? Premièrement, ce qu'on cherche à prévenir par le traitement anticoagulant oral ou par l'exclusion de l'auricule gauche, c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique. Et quand on va dans le supplément en ligne des résultats et qu'on arrive à trouver la ligne qui présente les accidents vasculaires cérébraux ischémiques seuls, il y en a 27 dans le bras anticoagulant, 45 dans le bras device, c'est-à-dire un risque relatif de 1,61 avec un intervalle de confiance qui va de 1,00 à 2,59, autrement dit, une augmentation notable de 60% du risque d'accident vasculaire cérébral ischémique. Et donc, il y a un problème à déclarer la non-infériorité lorsque, en fait, objectivement, si on se concentre sur l'événement qu'on est censé prévenir, il est plutôt augmenté. Et un des points qui est d'ailleurs gênant dans le critère de jugement principal qui a été choisi, c'est que celui-ci comprend la mortalité cardiovasculaire, les embolies systémiques, mais tous les AVC, autrement dit les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. Or, on n'a pas de raison de penser que les AVC hémorragiques vont être réduits par l'exclusion de l'auricule gauche. On a des raisons de penser que probablement il va y en avoir autant dans les deux bras, et d'ailleurs c'est ce qui se produit, il y en a autant exactement dans les deux bras, il y en a 5 dans chaque bras. Le fait d'inclure les accidents hémorragiques, qui sont plutôt un élément de sécurité et non pas un élément d'efficacité,
eh bien, contribue à diluer toute différence entre les deux bras et tend à faire régresser les deux bras vers la non-infériorité mécaniquement. Donc on dilue toute différence et on noie un peu le poisson en affirmant une non-infériorité, alors qu'en fait, sur le critère des AVC ischémiques, il y a une différence et elle n'est pas en faveur de l'exclusion de l'auricule gauche. Deuxièmement, cette différence qui est dans le mauvais sens, même sur le critère de jugement principal tel que choisi par les investigateurs, il satisfait la marge de non-infériorité. Mais ça fait des années qu'on explique que la marge de non-infériorité doit être calculée en fonction des taux attendus et d'une augmentation relative du risque qu'on est prêt à accepter en échange des avantages d'un nouveau traitement. On se compare à un traitement de référence, on accepte d'avoir un excès éventuel jusqu'à telle marge de non-infériorité du critère d'efficacité, en échange par exemple ici d'une meilleure sécurité. Mais ça peut être autre chose, ça peut être un traitement plus pratique, plus facile à utiliser, pour lequel l'adhérence est meilleure. Là, en l'occurrence, on pense que ça va réduire les hémorragies. Donc, en échange d'une réduction des hémorragies, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral? Alors, toutes les recommandations disent que ce calcul de la marge de non-infériorité doit se faire en termes relatifs. Autrement dit, quel pourcentage d'augmentation des événements est-on prêt à accepter? Dans le design de Champion AF, les auteurs ont calculé en valeur absolue. Et donc, ils ont dit, nous nous attendons à avoir environ 12% d'événements dans le bras contrôle, et nous acceptons 4,8% d'augmentation des événements, soit une augmentation de 40%. Sauf que le taux d'événements qu'ils ont observé n'est pas du tout 12%, il est plutôt 4,8%. Et donc, si on applique une marge de 4,8% à un taux d'événement de 4,8%, on double en fait le taux d'événement qu'on accepte. Et donc, on accepte une augmentation de 100%. Si par contre on utilise une marge relative et qu'on applique 40% d'augmentation au taux d'événement observé, 4,8%, et bien là, la non-infériorité n'est plus vérifiée. Et donc, à choisir une marge de non-infériorité qui était prévisiblement très supérieure à ce qui allait être observé, car on sait que les taux d'événement attendus ne sont jamais vérifiés et qui sont souvent très surestimés, eh bien on fait un essai de non-infériorité de petite taille et on remporte une victoire facile, mais avec une marge de non-infériorité qui est faussée. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Troisième élément, la sécurité, les hémorragies. Les investigateurs présentent un résultat en disant qu'il y a une réduction des hémorragies non procédurales. Mais pour les patients, ce qui compte, ce n'est pas de savoir s'il y a une réduction des hémorragies non procédurales, c'est de savoir s'il y a eu moins de saignement dans les deux bras, qu'elles soient procédurales ou non procédurales. Pourquoi avoir exclu les hémorragies liées à la procédure? Il est certain que ces hémorragies vont survenir de façon asymétrique, dans un bras plutôt que l'autre, mais c'est le prix à payer pour la procédure. Avec un suivi suffisamment important, suffisamment long, de 3 ans ou de 5 ans, toutes les hémorragies liées à la procédure vont peu à peu s'atténuer et se diluer dans les autres. Mais au moins, lorsqu'on fait le suivi à 3 ans, il n'y a pas de raison d'exclure les hémorragies liées à la procédure. Et cette exclusion viole un des principes de base des essais randomisés, qui est l'analyse en intention de traiter. Donc, sur les hémorragies non procédurales, en excluant artificiellement les hémorragies liées à la procédure, il y a un bénéfice de l'exclusion de l'auricule gauche. Mais à nouveau, si on se reporte à la table S17 du supplément et qu'on regarde les hémorragies majeures suivant le critère ISTH dans les deux bras, qui inclut les hémorragies procédurales, il y en a 87 dans un bras, 83 dans l'autre, 6,4% contre 5,9%. La différence n'est plus significative. Le hazard ratio est à 0,92 et il n'y a plus de bénéfice statistiquement significatif de l'exclusion de l'auricule gauche par rapport au traitement anticoagulant. Enfin, dernier point, j'ajouterais qu'il y a un événement qui est chez 18 patients sur les 3000 de l'étude, c'est un événement rare, c'est un événement grave, c'est l'épanchement péricardique nécessitant une intervention, 4 dans le bras traitement anticoagulant oral, 14 dans le bras exclusion de l'auricule gauche, hazard ratio à 3,47 avec un intervalle de confiance qui commence à 1,14 et qui va jusqu'à 10,54. Et donc, si on analyse avec un peu de distance les résultats, il n'y a pas d'argument pour penser que l'exclusion de l'auricule gauche soit véritablement un traitement alternatif au traitement anticoagulant pour la prévention des accidents vasculaires cérébro-ischémiques. Il y a même plutôt une augmentation des accidents vasculaires cérébro-ischémiques qui semble être de l'ordre de 60%, ce qui n'est pas du tout trivial. Il n'y a pas de réduction significative des hémorragies majeures entre les deux groupes.
Celle-ci n'est observée que si on exclut de façon totalement artificielle les hémorragies à la procédure. Pourtant, les patients les ont bien eues, ces hémorragies. Et il y a une augmentation des épanchements péricardiques nécessitant un geste chirurgical, ce qui n'est pas non plus totalement trivial. Et donc, je pense que Champion AF n'est pas le triomphe qui nous est présenté. C'est une étude intéressante et je pense que c'est une procédure qui est quand même une alternative au traitement anticoagulant oral pour certains patients. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le nouveau standard de soins de la fibrillation atriale à haut risque embolique. Voilà, je livre ça à votre réflexion. Je pense qu'il serait intéressant de regarder les résultats de la même étude avec 2 années de suivi supplémentaires, ce qui est annoncé par les investigateurs dans leur protocole. À bientôt.